c'est passé, j'avais l'impression que c'était 30 secondes, quoi. Donc ça va, c'est pas le problème. C'est ce qu'elles disent. C'est ce qu'elles disent toutes. Vous pouvez rester dehors au soleil toute la journée à jouer au ballon ou vous asseoir devant vos ordi pour faire un truc important. Oh non, pas la Nintendo, c'est aux gosses. Aux gosses, la Nintendo, ouais. T'as entendu parler de Call of Duty 4 ? Par quelque côté qu'on le prenne, le jeu vidéo c'est le mal. Je le sais, j'y joue beaucoup. Et ici aussi, on y joue beaucoup. Ici, c'est No Game, votre nouvelle émission dédiée aux jeux vidéo. Ceux qui jouent beaucoup cette semaine, c'est Yannick Dahan, bien connu des habitués d'un autre podcast maison enregistré ici au Tank, c'est Nos Ciné. Salut Yannick. Salut. Tout comme Daniel Andreev, alias Camille Robotics sur Twitter. Salut Daniel. Salut. Toi aussi habitué de Nos Ciné. Et No Game, c'est aussi ici au Tank, donc en public. Il est un peu tôt, donc le public, on s'en passera. Mais nous, on est là sur l'écran de No Game cette semaine. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. La dernière création enfantée, on va dire, dans une douleur moins fantomatique par le japonais Hideo Kojima, mais est-ce que c'est encore un Metal Gear Solid ? Quand c'est plus fort que toi, appelle Maître Sega. 40 27 0909. À bientôt. Un extrait donc qu'on écoutera tout à l'heure de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, jeu de guerre qui en dégoûte, enfin on verra, avec au centre des combats un soldat légendaire bien connu des amoureux de la saga, Big Boss, symbole de cette guerre froide. On est en 1984 et avec ses amis il va réclamer vengeance dans un Afghanistan, un pays rempli de communistes qu'il va falloir chasser avec la manière douce, sans oublier la voix testostéronée de Kiefer Sutherland. Et oui, c'est lui, le Jack Bauer de 24 heures chrono qui prête ses cordes vocales à ce Big Boss peu bavard d'ailleurs. Kaz, it's me. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes? No, it's just bright as all. Voilà, de la guerre et des pleurs. Yannick Dahan, c'est quoi la recette d'un Metal Gear Solid, en fait ? C'est la question qui tue. Ah oui. C'est quoi la recette ? Non, mais c'est une bonne question, parce que le fait que tu te demandes fondamentalement si c'en est un ou pas nous oblige à questionner quelle est la substantifique moelle de l'œuvre de Kojima. Moi, j'ai pas du tout le sentiment, même si le gameplay s'améliore, même si on est dans un open world soudainement, enfin open world, on peut en parler plus tard, mais si a priori les mécaniques ne sont pas forcément les jeu mêmes. De guerre, infiltration, paranoïa, j'ai pas envie guerre froide. Non, mais j'ai même pas envie de penser en ces termes-là. Moi, la narration, j'ai toujours trouvé que les œuvres de Kojima précédentes étaient intéressantes en termes de réalisation, d'audace, de rupture de ton, de surréalisme assumé, mais pas tant en termes de structure narrative que. Enfin, il y avait beaucoup des fois d'artifices arty aussi là-dedans. Hein, tu sais, montrer un gros plan d'une nana en train de cuire des œufs. Certains peuvent trouver ça profond. On peut trouver ça juste con aussi. Donc, surtout si elle les rate. Voilà. Ça dépend si elle les Maintenant, ça n'a jamais été pour moi ça la quintessence de l'œuvre de Kojima. Je vais dire une lapalissade, mais parce que beaucoup de gens ont déjà énormément parlé de la saga Metal Gear, en particulier de Metal Gear 2, qui est resté dans les mémoires comme étant une véritable mise en abîme du joueur et de son expérience et de sa responsabilité par rapport aux pulsions qu'il anime à travers le gameplay. Et si on questionne Metal Gear à cette aune-là, pour moi, il est complètement dans la logique de ce que fait Kojima. Et là, je ne parle pas du jeu en lui-même, je parle de l'intention générale. Contrairement à ce qu'on peut plus clairement appeler des open world, tels qu'on les a vus ailleurs, monde ouvert, mais qui impliquent des NPC, qui impliquent une consistance du contexte et des actions que tu as à y produire à l'intérieur. Là, pour moi, on n'est pas dans un monde ouvert, dans le sens monde vivant, on est dans un open world qui est une sandbox. Donc pour moi, on est vraiment dans un bac à sable. Donc qu'est-ce que c'est un bac à sable ? C'est ça qui est intéressant. Un bac à sable, c'est littéralement un terrain de jeu dans lequel on te donne des outils pour t'amuser. On a appelé ça bac à sable parce que c'est comme un gamin à qui tu as donné une pelle, un seau et un râteau, et tu lui dis « invente-toi tes histoires ». Et c'est ça qui est la force d'une sandbox. Et c'est ça que fait Kojima dans ce jeu-là. Mais il le fait avec systématiquement en tête, c'est pour ça que pour moi la substantifique moelle il reste, c'est qu'il fait ça en tête avec uniquement comme objectif questionner qu'est-ce qui nous anime en tant que joueur, quelles sont les pulsions
que l'on utilise, quelles sont les conséquences de nos actions, en quoi elles portent la responsabilité de ce que l'on fait dans le jeu par rapport à la thématique du récit. Et c'est ça qui est fascinant. Donc pour moi, c'est pas... évidemment, il y a plein de choses qui changent très concrètement, de manière très pragmatique. On va pas se plaindre non plus d'avoir une maniabilité qui est juste 10 fois meilleure que dans les précédents Metal Gear. Donc pour moi, il pousse dans certains coins. Mais au niveau du sens profond, c'est quand même en termes de narration, quelque chose d'extrêmement symbolique. On a l'impression que l'univers du jeu est l'univers mental de Big Boss. Je ne suis pas dans une narration politico-idéologico, mes couilles, qu'il y avait avant et qui pouvait facilement être contestable. Lourdingue, on est là dans la pure allégorie mentale. Et c'est ça que je trouve fascinant. La vraie question, c'est est-ce que c'est un MGS ou pas? Et en ces temps où il n'y a que des suites, à tous les jeux américains ou japonais, c'est toujours une succession de suites. Metal Gear Solid s'inscrit comme une série à chaque fois différente. Chaque épisode est différent, avec une thématique différente et avec un objectif de jeu différent. Tu parlais de Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 est un jeu dont la thématique centrale est la difficulté de faire une suite. Metal Gear Solid 3, c'est la jungle. C'est littéralement un James Bond où on est en même temps dans la jungle. Metal Gear Solid 4, c'est un jeu qui parle de la mort. C'est un jeu dont le héros va mourir. Et Metal Gear Solid 5, c'est littéralement un retour vers le passé où le héros lutte dans les conditions des meilleurs films des années 80, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait vibrer, ceux qui étaient parfois un peu débilous, et en même temps, Kojima réussit... Oui, tu cites allègrement Rambo 3 quand même. Ouais, Rambo 3... Débilo, c'est un peu beaucoup débilo. Mais très c'est pas le plus subtil de la série. Mais, ça, je suis complètement... Excuse-moi, finis. Mais oui, donc... et là où Kojima réussit son pari, c'est qu'il y arrive à insuffler sa énergie, parce que c'est beaucoup de choses, Metal Gear Solid. C'est un assemblage baroque évidemment du gameplay absolu, c'est-à-dire l'infiltration, qui est désormais très copiée. Donc l'objectif, c'est infiltrer des camps tenus par des Russes, et souvent avec grande difficulté, et sur un level design extrêmement réussi. C'est très brillant. C'est ça, c'est-à-dire que moi je suis complètement d'accord avec Daniel sur le mix de références, les thématiques. Beaucoup de cinéma. Non, mais pas autant qu'au préalable. Il y a un univers, il y a une espèce de consistance dans le délire qui est hallucinante, parce que comme si tu pars par là, effectivement quand on attaque Phantom Pain, on a du fantastique complètement débridé qui débarque dès le départ. Il y a des prologues absolument hallucinés. On a un cavalier de feu, exactement, une fantomette zombiesque, je ne sais pas quoi. Le héros se réveille dans un hôpital, on ne sait pas très bien pourquoi ni comment, il a pris une branlée il y a 9 ans, et en gros... Il y a ce truc qui marche, c'est-à-dire que c'est un agrégat d'improbables référence, c'est-à-dire on va passer du militaro-industriel à du manga, en revenant à du film de zombies, jusqu'à du western. Donc tout se mélange, mais il y a toujours cette petite dimension ludique. Bon, dans le prologue, tu passes quand même 20 minutes à regarder le cul d'un mec, alors qu'un géant boule de feu te tape sur la gueule. Donc ce côté ludique ne lui donne pas la profondeur fondamentalement qu'il voudrait. Ça a ce petit côté... artifice, hype, qui est de dire regardez comme je suis décalé, regardez comme je suis iconoclaste, et le pire c'est que ça marche. C'est-à-dire que quand moi je me retrouve sur la plateforme pétrolière avec Big Boss et avec les autres, je me dis attends, je suis dans des espèces de dialogues de films des années 80, comme tu dis, clairement, badass, tout ça, et en même temps il y a le type, il a un bras bionique, l'autre il est mutilé de partout, donc il y a toujours constant. Il y a toujours un contraste qui est posé, mais j'en reviens à un truc qui, moi, me semble être fondamental en termes d'expérience de joueur, c'est que tout ça, c'est très vrai, on en a beaucoup parlé de cet univers décalé, mais Kojima n'est pas plus décalé qu'un cinéaste japonais qui va te retravailler un genre connu. Il y a plein de... La rupture de ton, elle fonctionne très bien, on est tous d'accord, il y a des thématiques plus ou moins intéressantes, on est tous d'accord, mais la quintessence de ce jeu-là... c'est ton expérience de joueur. C'est quel est son objectif. Qu'est-ce qu'il veut nous placer. Moi, je trouve hallucinant d'être dans un univers, entre guillemets, dark. On est militaire, communiste, Afghanistan, avec tout ce que ça présuppose comme connotation. Tout d'un coup, tu récupères des posters de jeunes filles. Exactement, tu récupères des posters de jeunes filles, tu utilises le Fulton pour faire soulever des ballons Fulton qui sont quand même... Attends, je finis juste, je parle trop toujours, mais je finis juste. Ce qui est fondamental, c'est que au final, le jeu...
c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est il prend une partie du type de gameplay qu'on peut avoir dans d'autres open world comme Far Cry ou d'autres, c'est genre l'attaque de l'outpost, mais il se focalise là-dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout l'enjeu de ton récit est de créer du gameplay émergent. C'est-à-dire qu'on peut contester au jeu plein de choses. On peut lui contester son monde vide, on peut lui contester la répétitivité de ses missions en termes d'objectifs, on peut lui contester énormément de choses, et pourtant, c'est le seul jeu où j'arrive devant un outpost avec 3 péloïs et où je réfléchis pendant 20 minutes à comment je vais m'y prendre et où j'ai envie de refaire 15 fois la mission parce que je peux la faire 15 fois différemment. Et il y a cette espèce de... Il y a une invention de la part du du joueur. Il a compris un truc. C'est-à-dire que là où on va lui reprocher, comme on a pu reprocher à d'autres que des open world sont vides, sont pas intéressants, que la majorité des gens font le main pass et ne vont pas chercher ailleurs, lui il a bien compris que ça servait à rien fondamentalement un open world si tu ne travaillais pas sur ce qui drive la motivation des joueurs. Et l'exploration pour le plaisir de la découverte, tant vantée dans d'autres open world, dans la réalité ne fonctionne pas si tu ne crées pas des boucles d'empowerment. Et dans Metal Gear, elle est là la boucle. C'est-à-dire que tout sert à ta progression, à la progression de la Mother Base, et tu en arrives à vouloir, et c'est tout le paradoxe génial de ce jeu, tu es dans un open world où tu en arrives à vouloir aller t'enfermer dans des couloirs, parce que tu sais que fondamentalement... C'est là où c'est génial. Non, mais c'est là où c'est génial, et puis c'est là aussi où tu vas t'améliorer, tu vas c'est là où tu es le plus safe aussi. Parfois, c'est là où tu es plus safe. Tu c'est sais tout ce paradoxe-là qui est assez Tu génial. sais que je refais le jeu une deuxième fois, moi je fais mon deuxième run. Moi je l'ai pas fini encore. Et mais t'as un double, t'as un clone. Non, je m'y suis mis très tôt, et en fait... T'es tout seul. Tu refais pas du tout le même jeu la deuxième fois en fait. Toutes les missions que j'ai faites, j'ai à peu près trouvé une solution différente pour les faire. On peut soit fultonner ses adversaires, on peut fultonner, c'est leur coller un ballon. C'est assez génial. Et les transporter dans la base aérienne à l'arrière. Où ils seront reprogrammés. Exactement, où le communiste sera reprogrammé. C'est absolument génial. Et alors, on peut tout aussi bien fultonner ses adversaires que fultonner des chèvres, parce que pourquoi pas. Parce que ce jeu offre tellement de possibilités. Au bout d'un moment, quand tu deviens vraiment badass, tu commences à avoir un fulgure au point, tu peux littéralement téléporter tes adversaires. Enfin, il y a un anachronisme total, mais en même temps, c'est d'une telle profondeur, une telle richesse, il y a une telle dimension. Et alors, évidemment, le jeu t'incite aussi à passer outre les frontières qu'il a dressées. Par exemple, si tu mets une bombe fumigène dans une Jeep, et bah, du coup, la Jeep devient invulnérable. Hein. Tu peux te faire repérer dans ta Jeep. Et il y a parfois des petites astuces comme ça, absolument débiles, où même le jeu, même le commentateur, c'est-à-dire celui qui parle à ta place, c'est-à-dire Kaz, qui commente toutes tes aventures, il va te dire waouh, ça c'est vraiment là tu penses vraiment latéralement, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que tu as dépassé le cadre du jeu et parfois il te laisse le choix de le faire. Et puis alors du coup tu peux refaire ta mission en canardant du haut de ton hélicoptère en mettant du AA quoi. Voilà, et ça tu peux pas battre un jeu comme ça. On va en parler. Le AA on peut pas battre. Bowie non plus. The Man Who Sold the World, c'est on va dire un morceau récurrent. Et il y a une version moi que je ne connaissais pas par l'écossais Midjour. On va l'écouter en tout cas quelques secondes. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long time ago. Midjour, donc reprise The Man Who Sold the World, un très beau morceau qui revient très souvent via des cassettes, puisqu'on trouve des cassettes audio. Hein. Vous pouvez taper sur Google si vous ne connaissez pas K et 7 après, vous allez voir, c'est magique. Faut avoir envie de se les taper. Alors je veux dire, c'est toute la beauté de ce jeu, c'est de se faire une heure de mission au sein d'une base, risquer sa peau à chaque instant, tout ça pour risquer sa peau pour une cassette de Europe. Et je peux dire que je l'ai fait hier soir, j'en ai refait une, et à chaque fois c'est putain, t'as les sensations. Pour rebondir sur ce qu'il disait, effectivement, sur toutes les possibilités que tu peux faire, moi c'est ça que je trouve
ouf, c'est-à-dire il y a vraiment une dichotomie totale vis-à-vis des autres open world pensés occidentaux aujourd'hui. C'est que et c'est comme Nintendo par rapport à d'autres éditeurs qui va focaliser sur la perfection de son gameplay parce qu'il sait que l'expérience et le ressenti, elle est au cœur du truc. C'est-à-dire que MGS te prouve fondamentalement que tu n'as plus besoin d'histoire, que c'est pas que la direction du jeu vidéo est de prendre en compte toi, joueur, comme acteur et victime, c'est ça qui est intéressant chez Kojima, du propre jeu auquel tu es en train de jouer. Il n'y a plus de narration fondamentale. Il l'a fait, mais on s'en fout. Oui. Le gameplay émergent qui est produit te permet de te créer tes objectifs, te permet de te créer tes propres histoires, et c'est ça qui est hallucinant. C'est quand même un scénario, mais on ne le subit plus. Est-ce que c'est en cela, avant, ce qu'on reprochait à MGS, c'est ces tonnes de cinématiques. Quand je dis ça, MGS 4, c'est je crois plus de 70 minutes de cinématiques sans bouger, c'est-à-dire de scènes cinématographiques où on n'a rien à faire. Là, il a changé du tout au tout. Là, il y a vraiment, ouais, il a sauté un pas, c'est-à-dire que MGS 4, c'était vraiment les cinématiques, comme tu disais, les cinématiques de 70 minutes. Là, on a fini la diarrhée verbale. Tout d'un coup, non, mais c'est terminé. Ouais. D'ailleurs, c'est très paradoxal parce qu'il a pris quand même un super acteur pour la version anglaise, Kiefer Sutherland, et en même temps, il le fait très très peu parler. On l'entend que dans les cassettes justement qu'on récupère. C'est un taiseux, pour le moment. Non, mais il dit rien. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un jeu qui se joue avec le joueur, mais aussi qui se joue du joueur. Et en fait, s'il y avait une thématique globale à reprendre de MGS, c'est quand même que c'est un jeu sur la difficulté sur l'intérêt de faire un jeu. C'est vraiment une thèse. Mais c'est toujours pareil. Il fait des œuvres entre guillemets métatextuelles, et ça a toujours été le cœur de son projet. Moi, ce que j'hallucine aussi, c'est qu'on puisse dire alors il y a plus de narration ou plus de verbiage. Est-ce que c'est toujours un MGS? Mais rappelez-vous les réactions. Moi, je crois que c'est un des rares japonais qui sont quand même extrêmement prétentieux. Les développeurs japonais, j'en avais rencontré pas mal à une époque. Moi, c'est le seul mec que je voyais arriver sur un salon à l'E3 et tout ça, et regarder les open world des autres et être bluffé et le dire médiatiquement. Oui, il ne se cache pas de s'enrichir des autres. Même s'il ne sait pas ce que ça va donner au résultat, il voit les idées, il se dit c'est brillant. Moi, je me rappelle ce qu'il avait dit par rapport à un open world. Il disait oh là là, j'ai du boulot sur Metal Gear parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est absolument génial. Donc il se remet en question avec toujours ce souci de qu'est-ce que c'est un jeu, qu'est-ce que c'est un joueur. Et du coup, pour moi, The Phantom Pain, c'est vraiment, encore une fois, à un level supérieur, une réponse à cette question-là. Et c'est ça que je trouve brillant. Tu as raison dans le sens où, vraiment, c'est un mec qu'on a reproché énormément sa mégalo. Ouais. Parce qu'il faut le dire, c'est que les développeurs japonais, c'est pas vraiment des stars. Même Shigeru Miyamoto, il n'a pas son créateur nom, donc de Mario Zelda. Mario, il n'a pas son nom crédité au début de son jeu. Et là, on voit son nom systématiquement qui revient en boucle. À 12 fois avant le générique de début. Ouais, et on revient à tous les épisodes. et en fait, faut pas oublier aussi que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il crédite aussi tous les noms de son staff en fonction de ce qu'ils ont fait, ce qui est quelque chose de très rare. C'est quand même un mec qui travaille en équipe. Et moi qui l'ai rencontré plusieurs fois, c'est un mec assez fascinant parce qu'il est vraiment dans le paradoxe de beaucoup de choses. Il fait un jeu MGS4 qui est vraiment porté sur la paternité au moment où il devient père. Et là, MGS5, c'est vraiment... comme s'il avait senti que ça allait être sa dernière... C'est crépusculaire, non? Ouais. C'est quand même crépusculaire. Enfin, il y a quand même une fin. Non seulement ça, mais ouais, c'est très violent. Et surtout, ça raconte la descente aux enfers d'un héros, d'un mec qu'on a tous aimé. Et on sent, à partir d'un moment du jeu, sans spoiler évidemment, on sent complètement l'histoire basculer. On sent les gentils pas devenir si gentils. C'est un des rares jeux, et je peux vraiment... je prends tout le monde à témoin. C'est un des rares jeux qui évoque le problème des enfants soldats et qui l'évoque frontalement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tuer un enfant soldat ou pas? Et vraiment, il y a des grandes thématiques qui sont même pour que ce soit un jeu japonais ou même un jeu international. C'est rarissime d'aller aussi loin dans son propos, quoi. Ça peut être quoi le futur d'Hideo Kojima? Donc on le rappelle, épisode crépusculaire, mais dans le virtuel, mais également dans le réel, puisqu'il a été limogé, son studio dissous donc par Konami, qui visiblement ne fera pas de jeu blockbuster d'ici à très longtemps, le très grand studio japonais. Ce serait quoi l'avenir de Kojima? Mais moi je crois que de toute façon Kojima est un expérimentateur, il lâchera jamais le jeu. On a prétendu à certains moments que sa passion pour le cinéma l'inciterait à passer le cap. Moi je crois pas, je crois que c'est fondamentalement un mec qui est fait pour questionner le jeu vidéo.
peut-être ne refera-t-il pas un gros blockbuster de suite. Peut-être il va créer son studio. Peut-être il va faire un truc dans un garage. J'en sais rien. Mais il va continuera. Toi, tu le sais peut-être mieux si tu as discuté avec lui. Mais moi, je pense qu'il va. On pouvait le croiser dans les allées du Tokyo Game Show où il n'était pas là officiellement. C'est fini il y a quelques jours. C'était vraiment pour la balade. C'est ce qu'il fait en ce moment. Mais il y a déjà des rumeurs qui courent sur son futur, sur son recasement, et je pense que ça sera pas mal. Ce qui est quand même. Oui, évidemment, c'est un auteur dans un monde où il y a déjà c'est compliqué d'être un auteur dans un jeu vidéo, dans des staffs où il y a 500 personnes. C'est dur d'asseoir une espèce d'autorité. Lui, c'est clairement un auteur. C'est en plus un auteur dans un pays où il n'y a pas tant d'auteurs de jeux vidéo, ni même d'auteurs de cinéma, puisque le cinéma japonais qui est en pleine déroute en ce moment, lui, il fait office de cette espèce d'étendard, de nouvel étendard, d'une espèce de culture à la fusionnelle complètement. Puis c'est assez symptomatique aussi du monde dans lequel on est. Hein. Je vais te citer Don DeLillo qui disait que les écrivains étaient annexés. Aujourd'hui, c'est pas simplement le fait qu'il s'est barré de Konami, c'est la façon dont ça s'est fait. Oui. C'est cette espèce de volonté toute puissante, méprisante au niveau de son public, d'éradiquer, d'essayer de littéralement éradiquer de toute la surface de la planète, de le rendre invisible, de rendre invisible un type qui est vénéré par des millions de joueurs dans le monde. Il y a toute une absurdité, et cette absurdité... Konami s'est d'ailleurs excusé, puisque visiblement le succès... tardivement, j'entends bien. Hein, mais ce que tu disais, ce que disait aussi Daniel par rapport au jeu, ça se sent. Ça se sent dans le jeu, ça se sent même dans la façon dont il est pensé en termes de gameplay. Donc, je te dis, quand je te dis que le level design de cet open world est paradoxalement une incitation au cloisonnement, il y a vraiment quelque chose qui est fascinant là-dedans par rapport à l'état d'esprit que devait traverser Kojima quand il était en train de le finir. Donc, en plus, clairement, tu verras plus tard, tu sens que dans ces frontières, tu sens que le jeu n'est pas terminé. Tu sens qu'il a fallu aller vite, tu sens qu'il a fallu faire des compromis. Et loin d'être un défaut, ça rend au contraire l'œuvre beaucoup plus fascinante que s'il l'avait ripolliné. Ouais, Metal Gear Solid 5, on y va, on n'y va pas? Mais grave, on y retourne. C'est un des jeux les plus importants depuis de nombreuses années. J'y suis ma deuxième fois. Voilà, déjà. J'ai toujours été contre les jeux vidéo, j'en ai jamais eu quand j'étais petite, et pour moi c'est de s'abrutir devant un ordinateur alors qu'il y a autre chose à côté et qu'il y a des gens à qui parler. Pour moi c'est nul. On va continuer à s'abrutir. Yannick, Daniel, la question rituelle de ce No Game, c'est quoi votre must-have côté jeux vidéo, la petite découverte, la petite perle, le coup de cœur, Daniel? Bon, alors évidemment, c'est Kojima, donc je pouvais pas faire quelque chose de mainstream. Alors, ça s'adresse à ceux qui ont hipster. Ça s'adresse à ceux qui ont une PSP. Alors attention. Oui. Alors et en plus une PSP si possible craquée, parce que il y a une des œuvres de Kojima qui n'a jamais été traduite ou très peu diffusée, qui s'appelle Police c'est un des derniers grands jeux qu'il a fait avant Metal Gear Solid, donc c'est un jeu important. C'est un jeu d'aventure qui est littéralement l'arme fatale dans l'espace. Le héros est littéralement un clone de Mel Gibson. Il y a un black aussi, exactement. On n'est pas trop vieux pour ces conneries, t'es sûr? Et il y a ces répliques là. Il y a une séquence où il désamorce une bombe. Et c'est un jeu d'aventure. C'est bluffant. Et alors pourquoi il faut une PSP craquée? Parce que d'abord il n'est pas sorti en Occident, et bon, maintenant il y a prescription en plus. Konami ils ont aucune envie de le sortir. C'est que la version est complètement traduite. Avec les langues parlées japonais, mais avec le texte anglais. Donc c'est la première fois qu'il est. C'est la suite psychologique d'un de ses premiers goïds qui s'appelait Snatcher. Et si vous avez le temps, le titre, répète-le. Police Notes. Snatcher et Police Notes, des très bons jeux de Kojima. La première fois où il était crédité comme réalisateur, créateur, alors que c'était encore déjà bien avant MGS, quoi. Yannick. Bon, alors moi, lui c'est un otaku, hein. Moi je suis un casual, moi. Donc moi je joue pas. Toi c'est Puzzle and Dragon et le reste, c'est ça. Les jeux indépendants, tout ça, j'ai pas le temps. Donc si tu veux, j'ai juste le temps pour les gros blockbusters. Ouais, très bien. Donc la seule recommandation pas du tout originale que je vais faire pour des joueurs qui à mon avis y ont déjà joué, c'est moi je joue à Witcher. Je continue à jouer à Witcher depuis sa sortie. Je suis un fan absolu. J'attends. C'est la première fois de ma vie, je crois que j'ai acheté un season pass. Donc si tu veux, j'attends les extensions avec impatience. Et j'en parle tout simplement parce que c'est l'autre open world pour moi fondamental. Witcher ou MGS alors? Non, mais les deux, et ils sont complètement différents. Différents. Ouais. C'est-à-dire l'un qui va te mettre en perspective, l'autre qui va essayer de t'immerger, un qui va privilégier le sensitif par rapport au gameplay et l'autre qui va délaisser son gameplay pour
t'interroger en termes de narration classique. Mais alors, en termes de narration classique, Witcher, c'est probablement le jeu le mieux écrit que j'ai jamais vu. Et pas parce que c'est une adaptation, parce que j'en ai ras le cul des gens qui viennent de dire ah, mais c'était facile, ils sont inspirés d'un livre. Mais non, c'est pas seulement, non, c'est un open world avec un vrai boulot d'adaptation hallucinant, où vraiment la notion de cause, de conséquence, de consistance d'univers, de gestion des quêtes, et d'une richesse que j'ai pas fini d'en faire le tour, alors que j'ai déjà fini entièrement le jeu. J'ai fait tous les points d'interrogation et je découvre encore des choses sur le monde. Donc si vous y avez pas joué, c'est vraiment une perle. Mais on est dans un registre, j'insiste là-dessus, qui est probablement moins conceptuel, moins philosophique qu'un MGS 5, mais qui est tout aussi fascinant. Merci à vous deux. No Game, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Jules Cros qui était à la réalisation. Et la question la semaine prochaine, ce sera Nintendo est-il soluble dans le smartphone? Salut. Quand c'est plus fort que toi, appelle Maître Sega. 40 27 0909. À bientôt. Salut, c'est Thomas Rozek. Retrouvez-moi avec toute l'équipe de Nos Ciné tous les lundis pour une dose hebdo de cinéma. Celui qu'on aime, celui qu'on déteste. C'est en public, c'est tous les lundis et c'est Nos Ciné. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.